Alors que le gouvernement planche déjà sur un budget qui sera sérieusement raboté, voici que surgit du chapeau un projet pharaonique dont on peut s'interroger sur la pertinence. Un pavillon à l'entrée de l'Assemblée nationale à 50 millions d'euros. C'est un projet, je le répète, attention, projet impulsé par Yaël Braun-Pivet, présidente de l'Assemblée nationale. Une pétition est en cours. Elle a été initiée par une association présidée par Julien Lacaze, l'association Sites et Monuments. Julien Lacaze, l'invité de Jacques Serret ce matin sur Europe 1, qui explique pourquoi il était à l'initiative justement de cette pétition contre ce nouveau pavillon. On l'écoute. Un premier permis avait été déposé. Nous, on a soulevé l'illégalité du permis qui est manifeste, puisqu'il y a des règles d'urbanisme qui s'appliquent à tous les habitants du 7e arrondissement qui s'appelle le plan de sauvegarde et de mise en valeur. Et le projet manifestement viole en fait ce plan de sauvegarde et de mise en valeur. Donc on a souligné ça. Et donc le projet a été retiré en fait. Donc on s'est dit le projet est enterré, c'est gagné. Eh bien non. Maintenant il modifie la règle commune pour que le permis soit acceptable au regard du droit de l'urbanisme. Donc c'est laisser sa marque, qu'il soit transparent. Et donc dans son esprit, la transparence est une invitation à rentrer dans l'Assemblée nationale, mais on défigure tout un site qui encore une fois fait partie des sites du patrimoine mondial. Voilà, alors, Julien Lacaze évoquait, Julien Lacaze, qui je le rappelle est le président de l'association qui est à l'initiative de cette pétition qui ce soir regroupe quasiment 70 000 signataires. Julien Lacaze parlait de l'aspect esthétique de ce projet. J'aimerais qu'on parle quand même, parce que tout le monde n'est pas parisien et tout le monde ne passera pas devant cet hypothétique projet s'il voit le jour. J'aimerais qu'on parle quand même des 50 millions d'euros. Joseph Massescaron, Gilles Boutin, est-ce de bon ton, vu le contexte, vu la rentrée qui se prépare, vu le budget qu'on nous concocte, est-ce de bon ton de nous présenter en tout cas ce projet, c'est vrai, pharaonique, avec de tels coûts aussi dispendieux? Gilles Boutin. Absolument pas. C'est complètement déconnecté et je ne comprends pas que Yaël Braun-Pivet, qui est quand même une politique qui commence à être rompue, ait commis cette erreur. On nage dans le discours permanent selon lequel il va falloir faire des efforts, se serrer la ceinture, et on nous annonce ce chiffre à 50 millions. Elle se défend, elle pense qu'elle va calmer les esprits en expliquant... Elle est dans son bon droit. Alors, d'une part, mais d'autre part que ça fait déjà partie des fonds. En fait, le financement viendra de l'Assemblée et non pas de l'État. Pardon, mais la nuance, elle saute pas aux yeux de tout le monde. D'où viennent les fonds de l'Assemblée, précisément? Exactement. À un moment donné, l'Assemblée nationale, c'est l'État. Enfin, Jean-Luc Mélenchon n'est pas le seul à pouvoir dire que la République, c'est lui. L'Assemblée nationale, c'est la République, c'est la chose commune. Ouais. C'est des budgets qui sont abondés, a priori, un peu par les citoyens à la base. Donc, si c'est de l'argent public et la tuyauterie budgétaire, ça va pas servir d'excuse pour justifier ce projet. Donc oui, non, c'est de très mauvais tons. Et puis surtout, les gens ont besoin dès lors qu'on leur explique que ça va être compliqué, qu'il va falloir faire des efforts. On leur parle de geler, par exemple, les pensions de retraite. On parle de geler un peu tout et n'importe quoi. Et puis également, de faire des économies importantes sur les budgets, sur les dépenses de santé, sur les collectivités locales. Donc, tout le monde est là à batailler pour défendre son bout de gras et en même temps a conscience qu'il va falloir tous participer. Et donc, on a besoin de signaux, mais pas seulement de signaux. C'est-à-dire que, mis bout à bout, ça fait quand même, à force, pas mal de choses. C'est-à-dire que 50 millions, c'est une économie. À quoi ça pourrait servir d'autres? Ça pourrait vraiment... Je dis un truc au hasard, les pompiers, les incendies, les Canadair. Par exemple. Et si de manière totalement innocente, je vous interpelle là-dessus. Ne pas donner l'exemple, parce que si vous extrapolez, typiquement au niveau des collectivités locales, elles crient à chaque fois qu'on évoque des efforts de leur part. Et on leur en demande beaucoup. Mais on sait en même temps qu'il y a quand même beaucoup de choses qui sont améliorables. Et puis franchement, il y a aussi beaucoup de budgets, beaucoup moins importants, mais qui portent aussi sur des projets locaux. Au niveau local, il y a beaucoup de gens, de citoyens vigilants qui vous disent non, ça on pourrait s'en passer. Rien que les études pour ce projet, ça se chiffre en millions. Et des études pour quelque chose qui peut-être ne sera pas fait. Joseph Massescaron, ce projet d'Yaël Braun-Pivet, est-ce aussi une faute de communication? Une faute de communication, oui, vous avez raison, c'est une faute de communication. Pour moi, c'est d'abord une faute de goût. Je vais être honnête, j'ai signé... Oui, c'est moche. J'ai signé... Vous êtes un signataire?
Oui, j'ai signé. Alors, qu'est-ce que vous trouvez de moche? Parce que, par exemple, la pyramide... Non, mais pardon, Joseph Massescaron, pardon. Vous êtes un homme d'âge respectable. Ça, oui. Vous avez peut-être des goûts qui ne sont plus au goût du jour. Vous me passerez la remarque. Des gens qui, au début des années 90, avaient votre âge et ont vu la pyramide du Louvre, avaient le même discours que vous aujourd'hui. Est-ce que c'est aussi... alors, pardonnez-moi la comparaison, mais la pyramide du Louvre a aussi fait un tollé à l'époque. Bien sûr, vous vous en souvenez? Ça fait un tollé en grande partie parce que c'était à l'initiative de François Mitterrand. Non, mais et aussi parce que certains ont considéré ça comme une faute architecturale. Est-ce que dans 40 ans, si on revoit cette archive ce soir, en ce 5 août 2026, Joseph Massescaron, on va se dire, ceux-là autour de la table qui critiquaient l'architecture... Quelle horreur. Voilà, exactement. Voilà, peut-être que dans 30 ans, ceux qui nous verront riront lorsqu'ils nous entendront critiquer cet édifice, ce futur édifice. Est-ce que vous n'avez pas l'impression que là, c'est un débat plutôt architectural qui n'a pas lieu d'être? Pourquoi vous trouvez ça moche alors? Pas du tout. Alors j'ai vu le projet. Attention, soyons honnêtes. Le projet, parce qu'à chaque fois on nous dit, lorsque se pose ce type de problématique, on nous dit oui mais faut pas juger sur les projets. Vous savez, c'est comme les vitraux de Notre-Dame. Faut pas juger sur... C'est pas exactement ça. Ça ne va pas être exactement ça. Puis à l'arrivée, malheureusement, c'est absolument ce qui se produit. Alors, et même en plus moche. Donc, je vais vous dire pourquoi. Ça, on nous répond que le projet qu'on nous a présenté n'est pas forcément authentique et révélateur de ce que donnera ce projet à l'état final. Je veux bien que tous les conservateurs se trompent. Je veux bien que l'UNESCO se trompe. Je veux bien que tous ceux... Parce que je rappelle quand même que les berges de la Seine sont estampillés, patrimoine universel. Donc on ne peut pas faire n'importe quoi. Et on a choisi de faire n'importe quoi, c'est-à-dire sans même concertation, sans même dialogue. Ça a été fait dans le cabinet de Mme Yoon Privert, dans le plus grand secret, avec 3 questeurs. Donc, très opaque, selon vous. Oui, alors c'est ça le paradoxe. C'est ça qui est génial. C'est-à-dire que c'est tellement... Comment dire? On est dans l'oxymore. Et ça aurait énormément plu à un écrivain comme Philippe Muret. C'est-à-dire que d'un côté, on est dans l'opacité la plus complète, et on vous dit, non, il y a des miroirs, et donc, il y a des colonnes, il y a du verre, il y a beaucoup de verre, et ça, c'est un signe de transparence. Et c'est destiné à accueillir plus facilement les Français. Alors, juste une petite remarque sur le verre. De plus en plus, il faudra peut-être arrêter à un moment donné avec le verre. Il faudra peut-être se poser quand même la question. Pourquoi il ne vous a pas échappé qu'il y a un événement qui s'appelle la canicule. Ah, ok, d'accord, effectivement. Voilà. Donc je dis ça juste au passage. Non, mais là, vous parliez de l'esthétique. Aujourd'hui, oui, non, mais il n'y a pas que l'esthétique. Joseph Massescaron, aujourd'hui, tous les architectes vous trouvez ça moche? sont obligés de faire machine arrière. Je pose une question simple. Pourquoi c'est moche selon vous? Écoutez, c'est moche pourquoi? Parce qu'il y a une symétrie, qui est une symétrie parfaite, parce que vous êtes fin connaisseur de Paris, et ça ne vous a pas échappé qu'il y a une symétrie entre l'Assemblée nationale et cette partie, et la Madeleine, bien sûr. C'est ça l'intérêt. Tout a été construit dans cette symétrie. Donc, vouloir défaire cette symétrie, ce qui n'était pas le cas de la pyramide du Louvre. La pyramide du Louvre, on pouvait dire, c'est un ajout. C'est harmonieux, d'accord. De même que pour les colonnes du Rennes, ce sont des ajouts, ça se conteste, etc. Mais là, il ne s'agit pas de ça, il s'agit de détruire une symétrie. Alors, moi, ça me frappe parce que qu'est-ce qu'il y a dans le mot symétrie? Dans la symétrie, il y a le mot ordre. On va pas faire un cours d'architecture, mais on comprend l'idée. C'est dommage. Non, mais effectivement, ce qui intéresse, je pense, la majorité de nos auditeurs qui n'habitent pas forcément Paris et qui vont pas tous les jours passer devant, c'est aussi ce que ça leur coûte. Alors, faut-il, Gilles Boutin, Joseph Massescaron, en verre, très bien, dans la Seine, place de la Concorde. Ça va être vraiment, mais c'est vraiment plus qu'une verrue. C'est vraiment je pense que Donald Trump aurait bien aimé. Alors, Gilles Boutin, Joseph Massescaron, faut-il qu'Emmanuel Macron ou Sébastien Lecornu interviennent, sifflent un peu la fin de la récré là, par rapport à ce qui se passe et à ce projet qui a l'air de virer au tollé, parce que ça fait assez moche. Il faut que quelqu'un le fasse. Après, la réflexion, c'est juste comment on le fait politiquement pour que ça n'ait pas trop l'air d'un désaveu. Parce que Yael Braun-Pivet, dans ce qui est en train de se passer, est vraiment en train de se ridiculiser, puisqu'elle sombre dans le syndrome du président en fin de mandat. Emmanuel Macron a au moins, lui, le bon goût de ne pas avoir souhaité un bâtiment ex nihilo, même de détruire Lui, on peut mettre à son crédit le musée de la francophonie à Villers-Cotterêts. Effectivement. Bon, il est parti de l'existant, il n'a pas tout défoncé. Voilà, ça reste relativement sobre. Et à son débit, le projet sur le Louvre.
Faut-il recadrer publiquement Yael Braun-Pivet, Gilles Boutin, faut-il recadrer publiquement Yael Braun-Pivet? Pour le symbole au moins. C'est ce qu'attendent les Français, peut-être. Du point de vue. C'est-à-dire que si vous êtes à la place d'Emmanuel Macron, vous n'avez pas forcément 70 000 signataires ce soir. Vous n'avez pas forcément envie de créer, de donner cette image d'une majorité qui est déjà bien fragile et bien fébrile, d'enfoncer encore plus, un peu plus le clou dans le cercueil. Donc après, faut-il, c'est quand même celle qui est à la tête de la représentation nationale qui se ferait recadrer. On a un problème actuellement sur la photo, de confiance, ça fait moche, c'est ce que vous dites, dans nos élites. Alors, comment dire, c'est inextricable. C'est-à-dire que les gens ne sont pas idiots, ils voient bien ce qui est en train de se passer. La plupart trouvent ça choquant. Faut-il en rajouter et pratiquer une forme d'humiliation publique? Telle est la question. Honnêtement, j'ai pas la réponse absolue. C'est-à-dire, est-ce que ça nous fait du bien ou du mal vraiment de tenser la présidente de l'Assemblée nationale pour cette initiative malheureuse? C'est pas évident. Moi, je crois que c'est une vraie question Joseph politique. Massescaron. C'est une vraie question politique aujourd'hui qui devrait s'inviter pour la présidentielle. C'est-à-dire que je suis sûr que beaucoup de nos concitoyens en ont assez de vivre dans la laideur. Parce que on a aujourd'hui un éloge permanent de la laideur. Vous ne pensez pas que le sujet, c'est 50 millions d'euros plutôt que la laideur, comme vous dites, non, c'est la laideur. Donc vous pensez que ceux qui nous écoutent ce soir sont davantage choqués par la laideur que pour le coût de ce projet? Et si vous voyez le projet, ils seraient d'abord choqués par la laideur. C'est spectaculaire. Vous êtes sûr de bien connaître les Français, Joseph Massescaron? En tout cas, à Baugé-en-Anjou. Si c'était beau, ça passerait. À Baugé-en-Anjou, chez moi, je peux vous dire que ça passerait pas. Vous êtes du Maine-et-Loire? Évidemment. D'accord. Donc si c'était beau, ça passerait alors? Même à 50 millions d'euros? Oui, mais qu'est-ce que ça veut dire beau? C'est-à-dire que oui, s'il y avait, mais même à 50 millions, la question n'est pas là. La question, c'est vraiment quelque chose de laid. Je crois que les gens en ont assez politiquement. Il y avait une très bonne sortie d'ailleurs de la maire de Taverny, qui s'est fait d'ailleurs élire au premier tour, contre les écolos, contre tout. Florence Portelli. Et elle insistait sur ce point. Et elle a totalement raison. Bon. Et à la limite, c'est pas horrible non plus. Enfin, je veux dire, le bâtiment actuel, il est ce qu'il est. Il n'est pas non plus mémorable. Si le projet avait été relativement esthétique, ça serait moyennement choquant. Ce que je veux dire, c'est que l'existant n'est pas non plus... c'est un petit bâtiment, c'est vieillot, pour y rentrer, c'est vraiment pas pratique. Non, mais c'est pas honteux non plus, l'existant. Non, c'est pas honteux du tout, mais je veux dire... C'est un pavillon historique de pierre de taille qui date de 1888, donc voilà. Tout à fait. Effectivement. Mais en tout cas, c'était pas spécialement nécessaire de s'y attaquer. Tout à fait.